On va reprendre ce qu'on avait commencé à voir la dernière fois, à savoir, la question donc de la différence entre l'homme et l'animal, et en particulier ce que j'avais commencé à voir avec vos camarades, c'est la distinction entre l'être humain et certains grands singes que sont les gorilles et les chimpanzés. Monsieur, vous avez vu la bande-annonce de Godzilla vs Kong? Le film va sortir. Il a l'air lourd, il a l'air lourd de ouf. Non? Ah, d'accord. Si, ça a l'air, oui, ça a l'air bien, oui. Vous l'avez vu? J'ai vu la bande-annonce, ouais. J'ai pas vu le premier Kong, là, Kong Island ou un truc comme ça. Ah, vous l'avez pas vu? Non, Vous regardez, monsieur. mais si vous voulez, ouais. Tom Hiddleston qui joue un mercenaire alors qu'il pèse 60 kilos, j'ai un peu de mal. Euh, C'est la rue. c'est la rue. Ok. Bref, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, ce qu'on avait vu avec vos camarades, il me semble, c'est c'était la question des enfants sauvages. Et ce qu'on avait découvert, c'est que euh, les enfants sauvages, c'est comme Mowgli, si vous voulez. Ce sont des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Robin, j'espère que vous m'écoutez avec vos deux oreilles. Non, 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 non. Mais je veux que, non, non, je veux pas que, non, non, mais c'est moi qui vais finir par vous abandonner. Robin, qu'est-ce qui se passe là? Bah ouais, quand même. Hein? Bah je sais, mais bon. Mais oui, mais c'est une manière de se tenir, Romain. Sortez vos affaires, je sais pas, faites un truc quoi. Alors, les enfants sauvages, ce sont donc ces enfants qu'on a retrouvés au XVIIIe siècle et au XIXe siècle en pleine forêt et qui ont survécu, qui ont été élevés par des animaux sauvages, le plus souvent des mammifères qui étaient capables de les allaiter, souvent des loups. Et oui. Et donc c'est des enfants qui sont miraculés, si vous voulez. Et on va remarquer qu'une fois qu'on les a retrouvés, une fois qu'on les a remis dans un contexte humain, dans une société humaine, qu'on s'est occupé d'eux, ils vont accuser un gros retard mental. En gros, ils vont être voilà, incapables de parler, incapables de communiquer correctement, normalement. Ils vont avoir des retards cognitifs, j'y arrive tout de suite Antoine, et ce retard ne sera jamais rattrapé. Pourquoi? Bonne question. Parce que les hommes du XVIIIe siècle, les hommes des Lumières vont dire, euh, bah si ils ne sont pas comme nous, c'est parce qu'ils sont plus proches de la nature. C'est parce qu'ils sont sauvages. C'est pour ça qu'on les appelle des enfants sauvages. Et au fond, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est simplement qu'ils sont beaucoup plus proches de l'état primitif de l'espèce humaine que nous le sommes aujourd'hui. Sauf que Lévi-Strauss va dire, mais non, en fait, c'est pas du tout parce qu'ils ont été abandonnés qu'ils sont anormaux, c'est l'inverse. Ouais. Non, c'est pas pour ça. C'est un anthropologue, c'est un philosophe français. C'est pas pour ça, dit Lévi-Strauss, qu'ils sont anormaux. C'est pas parce qu'ils ont été abandonnés qu'ils sont anormaux. C'est l'inverse. C'est parce qu'ils sont anormaux qu'ils ont été abandonnés. Et donc c'est normal qu'ils soient pas comme nous. Si, si Hamza. Ouais. Et en fait, on pensait en les récupérant, si vous voulez, les médecins, les philosophes pensaient que s'ils étaient devenus anormaux, c'est parce qu'on les avait abandonnés. Or, ce que va dire Lévi-Strauss, et ce qu'il va démontrer, c'est qu'on a de bonnes raisons de penser que c'est plutôt l'inverse. Qu'il ne faut pas confondre la cause et l'effet. C'est parce qu'ils étaient anormaux au départ que leurs parents complètement démunis les ont abandonnés. Exactement. Vous comprenez? Et donc c'est normal, si vous voulez, qu'ils soient anormaux, c'est le cas de dire, c'est normal
qu'une fois qu'on les retrouve, ils sont incapables de se réacclimater aux sociétés humaines, c'est parce que de toutes les manières, ils en étaient incapables de base, comme vous diriez. C'est-à-dire, ils étaient fondamentalement, ils étaient congénitalement, dirait Lévi-Strauss, incapables d'avoir une vie sociale normale, d'avoir une vie culturelle normale, d'avoir, on va dire, une vie de l'esprit, une vie spirituelle normale. Alors j'arrive tout de suite comme ça. Antoine, vous avez une question? Oui, il n'y a pas un film François Sauvage Exactement. Alors, en parle. moi j'ai un gros problème avec ce film. Déjà, il est pas terrible, mais surtout, il est faux. C'est-à-dire que l'enfant sauvage, c'est un film où on va recueillir, c'est Victor de l'Aveyron. Ça se passe au 18e, oui, ça se passe au 18e siècle, il me semble, dans les années 1790, juste au moment de la Révolution française, il me semble, enfin dans ces eaux-là. Et donc c'est un médecin qui recueille un gamin qu'on a retrouvé nu dans les bois, qui a manifestement pas fugué, mais qui a grandi dans les bois, seul. Et le médecin va essayer de l'habiller, de l'éduquer, de le faire parler, de lui apprendre à écrire, etc. Et en fait, Victor de l'Aveyron, si vous voulez, déjà le gamin est plutôt beau. Quand on regarde l'acteur, le jeune acteur, on se dit bah il est normal, si vous voulez, il n'est pas handicapé physiquement. Quand on regarde les dessins du vrai Victor de l'Aveyron, il est bossu, il a l'air complètement débile, si vous voulez. Bref, il a vraiment l'air d'avoir un handicap mental lourd et pas du tout d'être un acteur, enfin, d'être un être humain qui correspond, si vous voulez, aux standards cognitifs, physiques, tels qu'on peut le voir dans le film. Et surtout, dans le film, il va faire des progrès, alors que manifestement, Victor de l'Aveyron n'a jamais fait de progrès. C'est resté, si vous voulez, c'est resté un gamin qui mordait, qui s'exprimait. Voilà. Alors non, justement, pas sauvage, mais simplement anormal. Anormal. Mowgli, il était anormal. Mowgli, c'est un personnage de fiction, mais c'est un peu comme Tarzan, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est des personnages qui vont, dans la fiction, hein, être capables de se réacclimater à une société humaine. Et dans l'immense majorité des cas, ceux qu'on va appeler les enfants sauvages vont être incapables de se réacclimater à la société humaine. Alors on pourrait se dire, mais oui, mais c'est parce qu'ils ont loupé des étapes très importantes de leur apprentissage quand ils étaient petits, ils n'ont pas pu développer la faculté du langage, etc., etc. Ouais, sauf que c'est faux en fait. C'est-à-dire que on va trouver dans les années 1970 des gamins en Californie, en particulier à Los Angeles, à San Francisco, des gamins qui ont grandi, enfin si j'ose dire, dans des communautés hippies où ils vont être maltraités. On va les appeler les enfants du placard. C'est des enfants qui vont être martyrisés par leurs parents. Généralement, ils étaient tous défoncés au LSD. Et ces enfants vont grandir séquestrés chez eux, euh, souvent violentés, mal nourris, parfois violés. Ils vont avoir en fait aucun contact avec le monde extérieur. D'où le nom d'enfant du placard que la police de Los Angeles va donner à ces enfants qu'on va retrouver de plus en plus dans ces communautés. Et quand on les retrouve, ils sont un petit peu comme Victor, c'est-à-dire qu'ils mordent, ils grognent, ils sont très petits pour leur âge parce qu'ils ont été mal nourris. Et on se dit, bah ouais, il leur manque une case. Dans leur éducation, ils n'ont pas pu développer leur intelligence, ils n'ont pas pu apprendre à parler. Sauf que ces gamins-là, on va réussir à leur apprendre à parler, on va réussir à leur apprendre à compter, et donc ils vont pouvoir rattraper leur retard grâce aux services sociaux, grâce à l'école, etc., etc. Le seul point sur lequel ils vont avoir non pas un retard, mais une anormalité, et c'est bien normal, enfin si j'ose dire là encore, c'est qu'ils vont, pour beaucoup d'entre eux, développer des psychoses. Ils vont devenir psychopathes. Parce que ce qu'ils ont subi a été tellement violent
quand ils étaient petits, qui ne vont pas réussir à s'en débarrasser, si vous voulez, de cette violence-là. Mais, sur le plan cognitif, sur le plan de l'intelligence, si vous voulez, il ne va rien se passer, si vous voulez. Ça ne va pas bouger. Ils ne seront pas sauvages. Ils arriveront à faire des mots croisés, ils arriveront à parler normalement, ils arriveront à écrire normalement, ce que les enfants sauvages, entre guillemets, du XVIIIe et du XIXe siècle ne parvenaient pas à faire. Et donc ça prouve bien, si vous voulez, que ces enfants sauvages ont été abandonnés parce qu'ils étaient anormaux, et non qu'ils sont devenus anormaux parce qu'ils ont été abandonnés. Parce que ceux qu'on a maltraités, violentés, mal nourris, etc., étaient anormaux quand on les a trouvés, mais ont pu rattraper leur retard à l'égard de la norme, en tout cas du point de vue de l'intelligence, du langage, du raisonnement, etc., etc. Est-ce que c'est bien compris ça? Ça va? Ok. Donc c'est ce qu'on avait vu avec vos camarades. Avec vos camarades, on s'était demandé si les enfants sauvages étaient plus proches de la nature, et avec Claude Lévi-Strauss, on s'était dit, bah non en fait. Les enfants sauvages ne sont pas plus proches de la nature, ils sont tout simplement beaucoup trop loin de la société. Ce sont des anormaux du point de vue des normes de la société. Et Lévi-Strauss parlait d'une abeille qui se perd, qui ne peut pas rentrer à la ruche. Une abeille qui se perd, elle n'est pas plus sauvage. Elle est simplement perdue. Bah, un être humain qui se perd, il n'est pas plus sauvage, il est simplement perdu. C'est-à-dire qu'il est loin des normes culturelles, mais il n'est pas plus proche de la nature. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est la question inverse. C'est là qu'il va falloir commencer à prendre des notes. Est-ce qu'on ne peut pas trouver chez certains animaux des traces de culture? Est-ce qu'on ne peut pas trouver, en particulier chez les grands singes, des signes d'humanité, des traces d'humanité? Peut-être quelque chose qui va annoncer le comportement humain. Est-ce que tout le monde a vu La planète des singes? Voilà, il faut voir des films. Hein. Ouais, le reboot, voilà, avec James Franco dans le premier film. Si vous voulez. C'est César qui prend la tête d'une révolte, d'abord de chimpanzés, ensuite de plusieurs espèces de... J'aime beaucoup le deuxième. Ouais. Bah, le premier, il pose les bases. Quoi. Mais alors, en fait, pardon? C'est un film de guerre, vraiment. Ce qui est intéressant dans La planète des singes, c'est que ça raconte, si vous voulez, un fantasme plutôt des savants du XXe siècle, à savoir l'origine animale de la culture humaine. Est-ce qu'on ne peut pas trouver chez certains animaux des facultés qui annoncent celles de l'être humain? On pourrait dire que c'est, d'une certaine manière, un rêve darwinien. Non pas que Darwin l'aurait fait, mais c'est l'idée selon laquelle toutes les espèces sont vouées à évoluer vers ce que l'être humain est devenu en tant qu'espèce. Alors, c'est vrai que quand on regarde le comportement d'un chimpanzé, on se dit, il y a des... Ne serait-ce que, si vous voulez, physiquement, les chimpanzés sont très très proches en termes de squelette, si vous voulez, de crâne, de posture. Les chimpanzés peuvent être très très proches de l'espèce humaine. Quand on regarde les squelettes de l'Homo habilis et celui du chimpanzé, il y a des proximités qui sont évidentes. Et surtout, ça va au-delà de la ressemblance physique, c'est-à-dire que dans le comportement des chimpanzés, il y a quelque chose qui rappelle l'être humain. Par exemple, on va se rendre compte que les chimpanzés ont des relations sociales qui peuvent être hiérarchisées. C'est-à-dire qu'il y a des... Et pas sur le plan de la pure force physique, mais parfois sur le plan symbolique. Vous allez avoir des singes qui vont se comporter comme des chefs, et auxquels les autres chimpanzés vont reconnaître un certain pouvoir. Okay. Oui, mais c'est pas, si vous voulez, dans les meutes, par exemple, de loups, il y a un mâle alpha, et ce mâle, cet alpha, pardon, il est
son pouvoir, on va dire, au sein de la meute est fondé sur la force. Et il y a toujours, si vous voulez, un nouvel alpha qui va défier le vieil alpha. Et au bout d'un moment, le vieil alpha doit céder la place. Mais c'est fondé purement sur le rapport physique. Chez les chimpanzés, manifestement, vous avez un primat de l'âge. C'est-à-dire que c'est des vieux singes, si vous voulez, qui savent faire des grimaces. Ce sont les vieux singes qui peuvent guider ou orienter la tribu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les autres espèces, si vous voulez. C'est toujours le plus fort, si vous voulez, qui peut dominer le groupe dans des systèmes type meute. Ici, c'est pas le cas chez le chimpanzé. Donc, relation sociale complexe. Il y a, et on va le voir en particulier quand la NASA va développer des programmes spatiaux qui visent à mettre en orbite des satellites habités, si vous voulez. Les scientifiques de la NASA vont beaucoup s'intéresser aux chimpanzés. Alors c'est souvent, pour des raisons bassement historiques, c'est souvent des scientifiques d'origine allemande qui ont récupéré des nazis après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Ce sont des scientifiques qui vont beaucoup s'intéresser aux chimpanzés parce qu'il est capable d'obéir à des ordres relativement complexes, de suivre des ordres et parfois même de communiquer en langue des signes. Ça, si vous voulez, c'est la base de la planète des singes, exactement. Et puis, il y en a quelques... Bah, avec The Rock, peut-être bien, ouais. C'est Rampage. Oh, c'est vrai. C'est vraiment un nanar absolu, ça. Bon. Ah bon, d'accord, ok, il est trop bien. Ok. Le... Merci Antoine. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des comportements qui sont vraiment troublants chez le chimpanzé. En particulier, manifestement, la tribu, c'est le groupe, exactement, le groupe des chimpanzés, de certains groupes de chimpanzés vont avoir la mémoire de lieux qui ont été, qui sont chargés, si vous voulez, d'un passé terrible pour le groupe. Et il y a la mémoire de certains lieux qui va se communiquer de génération en génération. Ce sont des lieux qui vont être tabous, où les chimpanzés vont se dire, là, on n'a pas le droit d'aller. Un peu comme dans le Roi Lion, si vous voulez. Et ça, c'est des comportements qu'on ne voit pas chez les autres animaux. Des comportements où, de génération en génération, les animaux apprennent à ne pas aller, à éviter un lieu. C'est littéralement ce qu'on appelle le sens du sacré. Ce qui est sacré étymologiquement, c'est ce qui est interdit. C'est ce qui est interdit. C'est ce dans lequel ou vers lequel on ne peut pas aller. Par exemple, le sommet du mont Sinaï, l'arrière du temple de Jérusalem, on dit que ce sont des lieux sacrés. C'est la montagne qu'il y a entre l'Égypte et Israël. Ok. Ce sont des lieux qui sont sacrés, c'est-à-dire ce sont des lieux où le commun des mortels ne peut pas aller. C'est des lieux interdits. Vous avez ça évidemment dans les temples égyptiens, où ce qu'on appelle le Saint des Saints n'est accessible qu'aux grands prêtres. Et ça, on voit ça chez les chimpanzés. C'est-à-dire des lieux où le groupe de singes n'entre pas. C'est un lieu tabou. Et puis vous avez des comportements encore plus troublants, à savoir des familles entières de chimpanzés qui vont regarder le coucher du soleil. C'est-à-dire qu'elles se réunissent pour regarder ensemble le coucher du soleil. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est forcément un acte qui n'est pas anodin. Et qu'est-ce que ça peut dénoter? Pourquoi est-ce qu'ils se réuniraient pour voir le coucher du soleil? Exactement, parce qu'ils trouvent ça beau. Et ça voudrait dire qu'un animal peut trouver quelque chose
beau. Hmm. Ah, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont capables de faire ça, hein. Et c'est pas une question d'attirance sexuelle, si vous voulez, parce que vous n'allez pas vous accoupler avec le soleil quand vous êtes un chimpanzé. C'est simplement, autant un mâle peut trouver attirante une femelle, mais là, il ne s'agit pas de ça, en fait. Il s'agit de contempler la beauté du soleil couchant. Et c'est... Non. C'est c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'espèces. Et donc, on va se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas des signes avant-coureurs de culture chez certains grands singes? Ça va pour tout le monde, ça? Petite synthèse, vous notez. Donc, inversement, on va se demander on va se demander si certains animaux ne manifestent pas dans leur comportement des caractères préhumains. Alors, c'est en particulier le cas des chimpanzés. C'est en particulier le cas des chimpanzés. Paul, ça se passe bien là? Tranquille? Oh là là. Non mais Paul, tenez-vous bien. Ah oui, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. D'abord et ensuite prenez des notes, ouais. Le prochain que je vois avec une godasse sur une chaise, je lui confisque sa chaussure. La chaussure, Ouais, carrément. vous n'allez pas être déçu de l'odeur, monsieur. Ouais, je sais bien ce que je crains, effectivement. Une bonne odeur de Saint-Nectaire. Alors, c'est en particulier le cas des chimpanzés qui vont faire l'objet d'expériences renouvelées, qui vont faire l'objet d'expériences renouvelées dès le début, pardon, dès la fin du 19e siècle. Dès la fin du 19e siècle. En particulier chez les Allemands. Les Allemands vont vraiment être fascinés par les animaux. Ils vont commencer, alors, ils vont fonder la psychologie clinique, la psychologie expérimentale, et ils vont partir beaucoup des animaux pour essayer de comprendre le fonctionnement de la psychologie humaine. Alors, 19e siècle, à la fin du 19e siècle.
on va constater, on va constater que les grands singes manifestent dans leur comportement. On va constater que les grands singes manifestent dans leur comportement Paul. Manifestent dans leur comportement toutes les caractéristiques culturelles de l'être humain. Ils sont capables de communiquer en langue des signes. Ils vont avoir des relations sociales complexes. Ils vont avoir des relations sociales complexes. Et ils vont manifester des émotions esthétiques, voire religieuses. Ils vont manifester des émotions esthétiques, voire religieuses. Oui, les lieux sacrés pour ces tribus, pour ces familles, ces groupes de singes qui ne vont pas s'en approcher, ne vont plus s'en approcher. Les grands singes sont-ils de petits hommes? Oui. Les grands singes sont-ils de petits hommes? Alors, on arrête de noter. Enfin, quand vous avez fini de noter, quoi. Les grands singes sont-ils de petits hommes? C'est bon? Ça va? Alors, est-ce que ce sont des petits hommes? Est-ce que, à force de les dresser, de les éduquer, on serait capable de leur faire adopter des comportements semblables à ceux des êtres humains? Est-ce on serait capable de les transformer en personnages de Walt Disney? Ouais. D'une part, oui, parce qu'ils vont forcément prendre des habitudes qu'on leur a appris. Qu'on leur a inculqué, effectivement, on va être capable de les domestiquer. Ils vont forcément garder leur caractère naturel. Enfin, un singe, par exemple, voilà, forcément, il reste des choses de. Oui, de son comportement instinctif, effectivement, de ce qui va rester de naturel, d'instinctif. C'est sûr. Mais est-ce que il va être capable de développer par lui-même une culture? C'est exactement ça le problème. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que le chimpanzé, parce qu'il est relativement malin, mais on peut dire la même chose d'un chien, si vous voulez.
le chimpanzé va très vite comprendre qu'il y a une récompense à la clé, si vous voulez. Que quand il fait quelque chose de bien du point de vue de l'expérimentateur, il va y avoir une cacahuète ou une banane. Et donc il va le faire, non pas parce qu'il va trouver ça intéressant, mais parce qu'il va trouver que, au bout du compte, il vaut mieux une banane que pas de banane. Ok. Il va agir conformément aux attentes de ceux qui font, de ceux qui mènent ces expériences, non pas parce qu'ils y voient leur intérêt propre, si vous voulez, parce qu'ils voient dans l'activité culturelle quelque chose qui pourrait leur apporter quelque chose, mais parce que, au fond, s'ils font ça, il y a une banane. Et une fois qu'il n'y a plus de banane, qu'est-ce qu'ils font? Plus rien, exactement. Ils s'arrêtent. Ils continuent, si vous voulez, de mener leur vie de chimpanzé sans s'encombrer du langage des signes, sans s'encombrer de l'utilisation d'outils, etc., etc. Ouais, Hamza, Parce qu'il y en a qui ont déjà fait l'expérience d'élever un singe comme un humain, bien sûr. depuis bébé. Ouais, depuis bébé. Souvent, hein, même. Et ça fait rien, il parle Bah, pas. ah non, il parle pas. Il peut communiquer en langue des signes, mais c'est généralement c'est singe banane demandé, singe manger banane, singe manger. Enfin, en gros, c'est manger quoi. Manger, pas aimer, aimer, dormir. Voilà. En gros, enfin, si vous voulez, le singe ne va pas se mettre à écrire la comédie humaine de Balzac. Le singe ne va pas se mettre à peindre comme Léonard de Vinci. Autrement dit, le singe va faire des trucs de singe, il peut être dressé d'une certaine manière à se comporter de telle ou telle manière, mais il va jamais aller au-delà de ce dressage pour développer des aptitudes qui lui sont propres. Quand on vous apprend à lire, vous êtes capable de lire n'importe quel livre. Le singe n'en est pas capable, si vous voulez. Quand il va être capable de reconnaître des lettres, si vous voulez, il va être capable de dire ah ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir foutre avec ces lettres? Comment est-ce qu'on va pouvoir assembler ces lettres à l'écrit dans un mot qui va avoir un sens? Ça dépasse complètement le chimpanzé, cette histoire. Et donc, pauvre bête, si vous voulez, on pensait le rapprocher de l'être humain en lui donnant le goût de la culture, et ben ça va pas marcher. Ça va vraiment échouer lamentablement, sauf dans un cas, l'exception qui confirme la règle, une exception qu'on ne parvient toujours pas à s'expliquer. Il y a un cas qui est célèbre, c'est pour ça que je vous en parle. Ça va donner lieu à un documentaire d'un réalisateur, il me semble qu'il est suisse, mais je peux me tromper, Barbet Schroeder. C'est Coco le gorille qui parle. C'est une gorille femelle très célèbre qui communiquait parfaitement en langue des signes américaine, qui avait des comportements complètement uniques, enfin uniques pour un gorille. Elle avait des chats, elle élevait des chatons et des chats, elle portait le deuil, elle comprenait quand on lui disait que quelqu'un était mort, elle comprenait ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'elle déprimait gravement. Elle se maquillait, euh, elle, euh, elle s'habillait et elle était vraiment capable de. Elle se reconnaissait dans la glace, ce qui n'est pas donné à tous les animaux, hein. Si vous avez un chien, vous en rendez compte. Le chien peut être flippé par son propre reflet, il ne comprend pas ce qui se passe. Si vous voulez, elle savait que c'était elle dans le reflet du miroir. Bref, Coco, singe unique en son genre, est tellement unique en son genre que quand. C'est assez tragique comme histoire, hein. C'est un conte de fées qui se termine mal. Quand on a essayé d'accoupler Coco à un autre gorille, mâle, donc, le gorille mâle, systématiquement, essaye de lui arracher la tête. Parce que pour le gorille mâle, Coco n'est plus un gorille. C'est quelque chose comme un monstre entre le gorille et l'être humain. Le gorille ne reconnaît plus un membre de sa propre espèce dans Coco.
c'est chaud. Le gorille l'a tué ou pas? Bah, ça va vite, hein. Non, la réponse c'est non. Elle va mourir Elle est morte il y a pas longtemps d'ailleurs, à un âge très avancé. Enfin, j'ai trouvé pour un gorille. Euh, On peut regarder ça tout de suite. Vous avez récré ou Non, on n'a pas. On a pause. on reprend ensuite ensemble? Non. Non. Ah, ok. Coco, c'est donc c'est Zoo de San Francisco, 1971-2018. Ah ouais. 47 ans. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien. Et ça fait combien de temps un gorille de base? Ben, j'en sais rien. C'est comme dans Tarzan, vous avez vu le film Tarzan? Ouais, j'ai vu. Alors attendez, je mets la vidéo en